Podcast, créateur de podcasts en Corse. Et c'est pour ça que je dis c'est ça que je vais faire. Et je vais le faire, mais je vais le faire plus que eux ce qu'ils font. J'ai pas eu mon brevet d'écolage. Ok. Par contre, j'ai eu mon permis de chasse. Et là, tout s'écroule. Et je deviens franchiseur. Si j'ai 10, 11 salons de coiffure, que je prouve que ça fonctionne, que mon concept est bon, je peux me lancer dans le national. Et là, c'est parti. Là, la bécane, elle est partie. Bonjour et bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer et aujourd'hui j'ai un nouvel invité dans mon studio. Nous sommes à Ajaccio et je suis accompagnée de... Franck Zanone. Eh ben bonjour. Bonjour Audrey, merci de me recevoir. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je sais pas qui a accepté l'invitation de qui, mais je suis ravie. Moi j'ai été attiré par ton parcours et quand je vois une jeunesse comme ça qui a un beau parcours, ça donne envie qu'on se rencontre tout simplement. Ouais, et puis on s'est dit que cette vidéo, pour parler de ton entrepreneuriat, pour parler de tes entreprises, que ça serait vraiment très intéressant. Donc te voilà au micro de Capsule. Merci beaucoup, merci. On est parti pour une trentaine, quarantaine de minutes, on va essayer. On va commencer par une petite présentation. Qui est Franck Zanone ? Alors, qui est Franck Zanone ? Franck Zanone, amoureux de la nature, qui a grandi parmi, je dirais, les bêtes et les terres, donc vraiment côté rural, jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Mais comme beaucoup d'adolescents qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire, hormis rester dans la pampa, côté très nature, pendant un stage de troisième, j'avais pas de stage. Ma mère m'a dit, écoute, ma coiffeuse fait un stage d'une semaine, au moins tu auras un stage pour... Ouais. J'ai dit, pourquoi pas ? Il fallait un stage. Fallait un stage. On peut parler du début de ma vie professionnelle. Ah oui, ça a été un coup de foudre. Alors, ça a été surprenant parce que je vais le faire rapidement. Une semaine de stage, on arrive le matin, on s'installe, on observe, c'est de l'observation. Alors, rural, mais toujours pris soin de moi, toujours bien coiffé, toujours... Donc, j'aimais ce côté contact, les cheveux, c'était important. Et puis, entouré toujours de filles. Alors là, c'était super. Il y avait deux coiffeuses magnifiques. Et puis, on arrive le soir où, je dirais, la patronne fait le Z, réunit ses filles. Et là, j'entends parler de chiffres. Et là, je me dis, ouais, c'est cool. Si c'est ça, la coiffure, moi, je veux être coiffeur. Ah ouais. Voilà. Ok. On est beau, on sent bon. Et il y a une recette. On fait du chiffre. On fait du chiffre. Donc, le lendemain, je retourne à mon stage, je vois les coiffeuses, je leur dis, mais combien tu gagnes? Comment ça se passe, la vie professionnelle? Et un regard d'un gamin de 16 ans, forcément, on en oublie les charges, on en oublie tout. Oui. Je dis, waouh! Oui, c'est une certitude, on va faire ça. Donc, on est au mois d'avril, au mois de septembre, je me retrouve apprenti coiffeur. Okay. Dans la région centre, à Orléans, au milieu de 7 nanas, 7 professionnels et un salon qui tourne du feu du diable. Et là, c'est moins marrant. C'est moins marrant parce que j'allais dire, ça pète plus. Ouais, ça pète, mais là, on vous demande plein de choses. Il n'y a pas la baignoire pour faire la sieste, il n'y a pas, on n'est plus dans le même univers. Là, on est mené et malmené en même temps par 7 nanas. Voilà, j'ai eu mon CAP. Ensuite, j'ai passé mon brevet professionnel. J'ai eu la chance de travailler chez un employeur qui m'a compris d'abord. Et puis, j'ai participé à mon premier concours au championnat du monde de coiffure à Angers à l'âge de 18 ans. À l'âge de 20-21 ans, j'ai eu mon brevet professionnel qui nous permet de nous installer en tant que coiffeur. Et là, le brevet professionnel, c'était le Saint Graal. C'était de prouver à mes parents qui n'avaient jamais travaillé. J'ai pas eu mon brevet d'écolage. Ok. Par contre, j'ai eu mon permis de chasse à la même période. Mais on voit les priorités. On voit les priorités qui étaient importantes. Mais c'était le Saint Graal. CAP, déjà, c'était une fierté. Bon, mais ça restait quand même assez... Là, le brevet, c'était un niveau, c'est un BP coiffure qui permet de s'installer. Ça atteste d'un truc, d'un niveau et d'un sérieux. Et d'un sérieux. D'une continuité d'école qui, moi, on m'aurait jamais donné... Voilà. J'ai passé 9 mois à Londres. Je suis rentré à Paris. J'ai eu une super opportunité de travailler avec l'un des plus grands mondiaux coiffeurs qui m'a ouvert les portes. Je suis rentré dans le milieu du freelance, coiffeur studio, plateau. J'ai fait un peu de cinéma. J'ai eu la chance de tourner sur un film. Et puis, tout ça, ça me plaisait pas. Et
Paris, j'en avais marre, retour aux sources, envie de sortir de Paris. J'ai l'opportunité de rencontrer Benjamin Desange, qui me propose un poste sur la région toulousaine. Et puis, j'ai commencé à toucher à la formation, j'ai continué à faire du freelance. Ça a duré quelques mois, et le retour plus fort que fort, c'était de revenir ici. Opportunité se présente, j'arrive à Propriane, où je rencontre mon futur employeur, qui a 2 salons, qui est pas coiffeur, et encore une belle rencontre professionnelle. Pourquoi ? Parce que cette personne m'a fait évoluer dans la gestion. Oui. Un domaine il n'était pas coiffeur, mais par contre, il savait gérer... Voilà, j'avais tout le domaine artistique. Là, maintenant, j'ai 30 ans. Oui. J'ai tout le domaine artistique. On m'a fait une ellipse. Ah là, oui. Bon, donc, je mets les bases. La technicité, la coiffure, et on arrive. Voilà, je découvre l'univers de la comptabilité et de la gestion. Voilà, une attirance à ça. Puis lui, pas coiffeur, me dire, il a 2 salons. Bon, et ces salons, il perdait pas d'argent, il en gagnait pas, mais il savait gérer. Des fois, vous savez, vaut mieux être un bon gestionnaire et un mauvais coiffeur qu'un superstar coiffeur et pas savoir gérer. Généralement, c'est pour ça que ça foire. C'est pour ça que ça foire. Enfin, dans tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité. Et il me forme à la gestion, comptabilité. Moi, en échange, je lui montre le domaine de la coiffure. Ok. Alors, petit aparté, cette personne-là a aujourd'hui plus de 24 salons de coiffure. Je suis resté 4 ans, donc, sur Propriane, 4-5 ans, je sais plus trop. Et, je décide de m'installer. Alors, je rencontre Laetitia, ma femme, qui est une carte maîtresse de tout mon parcours, parce que je l'ai rencontrée à Paris. Elle a travaillé chez ce fameux coiffeur star Jean-Marc Magnatis à l'époque. Ouais. Elle veut faire une saison, elle arrive à Propriane, elle m'appelle, on est en contact. Incroyable, voilà. Les étoiles s'alignent, quoi. Les étoiles s'alignent. Et donc, on décide de s'installer. On ouvre notre premier salon de coiffure, rue des Trois-Maries à Ajaccio, en 2006. Ok. Et je continue à faire du freelance, de la formation. Tous les week-ends, je prends l'avion, je vais sur le continent. Je suis... alors, quand je parle de freelance, je suis aussi bien formateur que je peux faire du plateau. Voilà. Et j'aimais cette vie... moi, il faut que ça bouge. Je me retrouve derrière le fauteuil, mais là, constant et pour soi, et je m'aperçois que j'aime pas ça. Et que c'est pas le truc qui me plaît. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, on est toujours en 2006 ? Ah non. Non, là, on arrive en 2008. 2008, même un peu plus, 2010. Je commence à tourner en rond, donc je commence à faire plus de formations, à partir un peu plus souvent. Et puis, on arrive en 2013, où j'ai l'opportunité d'ouvrir un salon à Mezzavi. Et là, je me dis, il faut que je crée un concept. Ok. Entre 2006 et 2013, dans ma tête, je me dis, mais je me suis toujours dit, j'aurais au moins 2 salons. Okay. J'ai jamais pensé à la franchise et mais comme je m'ennuyais, puis ce côté de me dire mais j'ai quand même bossé pour un franchiseur, je sais comment ça, je connais le concept, je sais pourquoi je le ferais pas. Donc c'était qui le franchiseur, Provost ? Desange. Desange. Ouais. Ah oui, Desange. Desange. Ok. Et c'est pas celui de Propriane. Non. C'est pas. Il est venu Provo le jour où je suis parti. Mais il est pas franchiseur, c'est à lui les salons. Non, lui c'est un franchisé, il a une vingtaine de salons, c'est un franchisé. Ici en Corse, il n'y avait pas de petit prix, il n'y avait pas de... Puis c'est mal vu. Et j'ai dit, bon, comment je vais faire pour ne pas froisser donc les autres coiffeurs installés et arriver à faire du petit prix. En fait, on arrive aussi dans une crise économique en 2008-2009 où le pouvoir d'achat baisse. Donc on prend en condition, et je vois... ce pouvoir d'achat baisser, je vois ces clientes qui venaient une fois par semaine se faire des brushings, qui viennent une fois tous les 15 jours, et je dis comment rattraper le coup. Et je me dis, je fais un salon événementiel. Alors événementiel, ça veut dire que je mets les prix comme le panier moyen national, comme ça je suis au prix de tout le monde, sauf que tous les mois, je faisais une réduction. J'étais capable de faire 50% sur la coupe, j'étais capable de faire 50% sur la couleur, et quand et d'alterner. Donc, je faisais à peu près 4-5 promos comme ça dans l'année. Et à côté, j'avais mis des outils. J'avais fait des billets de 10 €. Donc, 10 € photocopiés d'un côté. Et de l'autre côté, valable à votre retour tel mois, le mois d'après. Donc, il y avait toujours des remises. Chez moi, en fait, le prix était jamais... Jamais celui indiqué. Jamais. Il était beaucoup plus bas. Et du coup, les clients, ils l'ont su. Ils le voyaient très nettement. Et on a nettement. cartonné.
On a commencé à tirer la foudre même. Ouais. Parce que la jalousie. Ça s'est su quand même. Ça s'est su. Ah oui, bah oui. J'avais fait faire un petit camion par un ancieniste qui avait 2 4x3 à l'arrière. Je faisais poser le camion dans les ronds-points, il se promenait dans la ville et je faisais des promos. Je disais, mais pourquoi payer un brushing tel prix que chez nous, vous pouvez l'avoir à tel prix, avec du qualitatif. Et dans le qualitatif, j'avais vu aussi le côté produit. C'est pas parce qu'on fait du petit prix qu'on doit avoir du produit sont moins bien. J'avais déjà en parallèle fait en 2019 une marque blanche qui s'appelle Chloris, qui s'appelait Chloris, une marque blanche. Qu'est-ce que c'est? C'est Coca-Cola. J'enlève l'étiquette et je mets Audrey. Et on garde le produit. Ah oui, ok. Voilà, c'est une marque blanche. Le produit. Donc ça veut dire que c'est d'autres personnes qui peuvent acheter ces produits-là. Exactement. En mettant leur nom dessus. Leur nom. Tout à fait. D'accord. Marque blanche. Et ça reste le produit Coca-Cola. C'est pas l'inverse. T'achètes pas des produits que tu nommes Chloris. Non. Là, tu deviens propriétaire. Là, voilà. Donc là, je suis pas propriétaire ni de la formulation, ni du produit. C'est une étiquette. Oui. On met le nom dessus. Et Laetitia, qui avait toujours notre salon rue des Trois-Maries, cette petite boutique de 30 mètres carrés, c'était quelque chose de très cosy. Moi, je l'ai laissé en 2013 quand j'ai commencé à faire les autres salons, donc j'ai plus ou moins travaillé à Mezzavi. On a créé Chloris et j'ai dit à Laetitia, on va se mettre au végétal, à la couleur. On était dans l'air du temps en 2019, la coloration végétale, voilà, le bien-être. Et j'ai dit, on va en faire un salon cosy. Donc, on a refait son salon. Et toujours en créant, en me disant, on pourrait peut-être en faire une capsule et en faire une franchise. On teste. Oui, d'accord. J'en fais un laboratoire. Okay. On voit ce que ça donne. Donc, on a créé Chloris. On prend les produits, le Covid arrive, les matières premières augmentent. Donc, je me retrouve, après Covid, entre je ne suis plus franchisé, les salons vont mal, la matière première a augmenté, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Alors, avant de continuer sur cette histoire-là, on va revenir un tout petit peu sur l'entrepreneuriat parce que je pense que là arrive Organicare et Sora. 2021. Vont arriver. Voilà. Ils arrivent là. Voilà. Ils arrivent. Ça t'est venu d'où? À quel moment dans ton parcours que tu viens de raconter t'es venu cette envie d'entreprendre? Ou est-ce que tu penses que tu l'as toujours... Alors, j'ai toujours eu l'envie. Est-ce que tu avais quelqu'un dans ta famille qui entreprenait? Pas du tout, absolument pas. Ça vient d'où? C'est une bonne question. Ok. Je pense que le jour où j'ai fait ce stage, quand j'ai dit ça sent bon, je suis entouré, et bien entouré, voilà, c'est un milieu qui est agréable. Ce côté commerce, ce côté rentabilité, à l'époque, on est dans les années 90, bon, la coiffure fonctionnait bien. J'ai vu le côté business de suite. Okay. Et ça, j'ai 16 ans quand je vois ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est ça que je vais faire. Et je vais le faire, mais je vais le faire plus que eux ce qu'ils font. Et puis, il y avait ce côté vengeance aussi, qu'il fallait que je prouve, que je me prouve. Que t'étais pas le cancre. Exactement. Moi, j'étais au fond de la classe. Alors, je faisais pas le guignol, hein. On m'entendait pas. Mais il y avait rien qui t'allumait une petite flamme. À part conduire un tracteur et être au milieu des voilà, ça m'attirait. Ouais. Quelque part, on m'a empêché de suivre ce chemin rural. Donc, j'ai découvert le côté commerce. En fait, c'est le commerce que j'ai découvert. C'est pas la coiffure qui m'a attiré. C'est le commerce qui m'a attiré. Ça, je l'ai compris quand j'ai eu 30 ans. Quand je suis arrivé à 30-33 ans, j'ai dit, quel temps perdu, j'aurais dû travailler à l'école, faire une école de commerce. Voilà. Et ça, je me le suis dit vraiment. Donc, en fait, l'envie d'entreprendre est arrivée à 16 ans et tu l'as matérialisée à 30 ans quand tu es arrivé à Propriane. Tout à fait. Après avoir passé la folie de la jeunesse, les nuits parisiennes, voilà. Et quand je suis arrivé à Propriane, un parcours qu'il faut faire aussi quand on est jeune, quoi. Un parcours qu'il faut faire quand on est jeune, bien sûr. Ça fait partie du truc. Bien sûr, heureusement, je le souhaite à tous les jeunes. Heureusement. Ouais, donc ça a bien évolué. 15 ans après, quoi, ça... En 15 ans, je me suis retrouvé... un peu plus de 15 ans, je me suis retrouvé avec 3 unités. 3 salons de coiffure. Dont un concept, et voire 2 concepts, parce que on a créé Organicare, c'est venu 2019, on a fait Chloris, ça a été mon premier tube à essai en tant que produit naturel. Fast & Cut à Mezzavi,
a été mon tube à essai en tant que communication et comment faire du petit prix avec du qualitatif et introduire à l'intérieur des produits à 99% aussi naturels en shampoing. Oui, okay. Donc j'ai fait des tests. J'avais 2 jouets en fait. Un où on avait une fiche moyenne à plus de 100 € client et un où la fiche moyenne était à 45 €. Et ce qui me permettait de voir lequel qui tournait le mieux, sur quelle trajectoire fallait que je me lance. Oui. Il fallait que je teste. C'était des bêta-tests. Bêta-test, tube à essai. Oui. Ce qu'on appelle. Ouais. Donc ça a été ça. Oui, c'est vrai que moi j'anglicise. Voilà. Bêta, nous, tube à essai. Ça a vraiment été ça. Entre-temps, j'ai un autre copain qui a un laboratoire à Marseille qui fait aussi du naturel. C'était la mode, hein. Tout le monde se lançait dans le naturel. Donc c'était évident que on ait des shampoings à 97, 99% naturels. Ouais. Et le shampoing moussait très peu. Moi, quand je l'ai testé la première fois, ça sentait bon tout. Je dis, mais c'est quoi? On n'est pas habitué. Et ça veut pas dire que... Ça fait un peu après shampoing, mais même pas? Même pas. Parce que après shampoing, ça mousse pas. C'est un soin. Ça lave pas. Ça nourrit. Là, on doit laver, psychologiquement, faut de la mousse. Si on a de la mousse, on est propre. Si on mousse pas, on n'est pas propre. En gros, c'est ça. Et il m'a fallu quelques semaines pour m'habituer et comprendre... l'expérience client. L'expérience client. Il m'a fallu quelques semaines pour comprendre que ça n'a pas besoin de mousser pour que ça soit propre, pour que ça soit, bien. Okay. Je transforme le salon que j'ai à Mezza, au Finozel Carrefour Organicaire. Je fais les travaux. J'imagine la tapisserie, j'imagine toute l'architecture. Je crée un premier concept. Le mois d'après, je fais pareil à Mezzavi. 3 mois après, on me propose un salon dans un milieu rural. Donc, pour situer à Basilicatch, j'ai l'opportunité de prendre un local. Et là, je me dis, il faut en ouvrir 10. Et je crée et je deviens franchiseur. Si j'ai 10, 11 salons de coiffure, que je prouve que ça fonctionne, que mon concept est bon, je peux me lancer dans le national. Et là, c'est parti. La bécane, elle est partie. J'ai 3 salons d'un coup en même pas un an, qui se ressemblent. Même tapisserie, même lieu, même identité, comme toute franchiseur. Et je trouve une opportunité à Marseille de racheter un salon au moment de signer le compromis à Marseille. Et à 6h du matin, en prenant l'avion, j'ai un accident où j'ai failli perdre la vie. J'ai perdu une main. Celle-ci, c'est quoi, celle-ci, elle peut fonctionner que comme ça. Et là, tout s'écroule. C'est la chute. 2023. 2022, on est le 5 octobre 2022. Et tout se casse la gueule. Une chose importante, avant cet accident, dans ce laps de temps de janvier 2022 à octobre 2022, je rencontre la difficulté après Covid. C'est important parce que l'après-Covid a bousculé tout. Il y a eu la flambée des matières premières. Chloris, où j'avais 30% de marge, je me retrouve à 5%. Oh, catastrophe. Et le concept dans ma tête du franchiseur que je voulais faire, c'était que les franchisés, comme j'avais vu l'envers du décor, et un franchisé finalement gagne peu, comment lui faire gagner de l'argent avec de la marge, et qui s'y retrouve avec les produits. Si je margeais bien, moi, en tant qu'acheteur et distributeur pour mes franchisés, j'étais pas gourmand, je reversais la marge et eux, ils se faisaient un super salaire, ils pouvaient rémunérer leur coiffeuse. C'était ça le départ du concept, ça et le côté naturel. Et là, j'ai mon ami sur le continent qui me fait la marque Chloris en marque blanche, qui devient un ami. Enzo, il me dit, Franck, pourquoi tu ferais pas ta propre marque, ta propre formulation? Vous avez tout ce qu'il faut en Corse pour le faire. J'y connais rien. Je dis pourquoi pas. Puis je commence à chercher, comme dans les années 90, dans les pages jaunes, une chimiste. Donc téléphone, chimiste, j'en tombe sur... Et puis il y en a pas des masses en Corse. Voilà, on les connaît. D'ailleurs, je crois que je les ai tous les deux reçus dans Capsule. C'est Doumagne et Realia. Et Realia, 2 belles personnes. Et que je rencontre, et j'ai un coup de cœur un coup de cœur avec Muriel de chez Realia. Pourquoi? Parce qu'elle avait encore son premier laboratoire et je me retrouve dans la Pampa, au milieu des clémentines, dans un hangar et un tout petit labo. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le hangar, les tracteurs, le petit labo. Mais il faut y aller pour comprendre. Le côté rural de son truc. Et là, mais je dis à Muriel, voilà, en gros, j'ai envie de faire un shampoing. Muriel, à mon gars, me dit, j'ai jamais fait. Je
dis, mais elle me dit, bon, je sais pas. C'est un premier contact. Muriel, elle me dit, allez. Elle me dit, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux quelque chose qui a jamais été formulé. Et je veux faire ce que les autres ne font pas. Voilà. Et là, on a la proposition de valeur. La proposition de valeur, elle est, je veux un shampoing 100%, une gamme 100% naturelle, qu'avec des plantes d'ici, mettre les agriculteurs en avant. Et qui Donc, je veux que ça soit endémique. Mais endémique, c'est-à-dire de la production à la transformation, au conditionnement. Et je veux que, voilà, c'est endémique chez nous. C'est ça, le côté endémique de Sora. Et endémique aussi parce que j'ai ma plante préférée, c'est un épita. Pour le côté épicurien, tout simplement. Et puis j'ai bon, vertu aussi. Hein. Et la vertu, mais je la connais pas encore, la vertu sur le cheveu. Okay. Donc c'est Muriel. Je lui dis, moi, je lui parle de l'anépita. Elle me dit, oui, c'est une bonne idée. Et puis on a beaucoup échangé, puis on était sur la même longueur d'onde. C'était une partie de ping-pong avec Muriel. Et de là, la proposition de valeur, donc c'est le côté 100% naturel, le côté 100% chez nous, mise à valeur de nos valeurs aussi humaines, le savoir-faire en avant de nos agriculteurs, et puis le côté où on a beaucoup peiné, c'était de faire un shampoing 100% naturel qui mousse. Voilà, je l'attendais celui-là. J'attendais la vraie proposition de valeur. Voilà. C'est ça, le truc différenciant que tu as dit en analysant les deux marques avec lesquelles tu travaillais, avec les deux labos avec lesquels tu travaillais, qu'en fait, il y en a un qui est pas 100% naturel mais qui mousse, donc il y a expérience client, et l'autre qui est 100% naturel, donc hyper bien et ce que tu voulais, mais qui mousse pas et pas d'expérience client. Et pas d'expérience. Et sur le monde du marché, c'est 7% dans le monde capillaire, c'est rien. Je veux dire, si aujourd'hui, on devient, en plus, je l'ai senti parce qu'on va vers le naturel. C'est comme l'histoire du bio. Oui. Le bio, pourquoi je suis pas bio? Pourtant, les produits sont issus de l'agriculture biologique. J'aurais pu mettre le label AB. D'abord, c'est une répercussion au niveau prix. Après Covid, tout le monde était chez le petit épicier, ils ont trouvé ça très bien. On parle de naturel, de naturalité. On revient à des vraies valeurs. Ça aussi, parce que oui, la première valeur de Sora, c'est ce shampoing qui mousse, c'est une innovation, on en parlera après, que j'ai eue. La vraie valeur, c'est toute l'histoire qu'on y a apportée, tout ce travail avec Muriel qu'on a fait pour obtenir ce que les autres ne font pas. Moi, je suis pas un Made in France ou un Made in Corsica. Je suis plus que ça. Made in France, c'est quoi? Le Made in France, c'est du fabriqué français. La matière première, on sait pas d'où elle vient. Moi, j'ai un bon exemple que j'adore citer. Le Figatel. Le Figatel, on peut pas nourrir 2 millions de touristes qui viennent. Non. Et pourtant, on peut avoir une fabrication reconnue, fabrication Made in Corse, et en matière première, le cochon vient d'Espagne. Oui. Sora, à 99%, les matières, 98%, on dira, 100% sont d'ici. Enfin, non, je dis n'importe quoi. 98% sont ici. Donc 100% des 98% sont d'ici. Exactement. Exactement. Et ensuite, eh bien, les vertus, la népita. Les 2%, dis-le, c'est ce qui permet de faire le shampoing. C'est aussi. Alors ça s'appelle faire un shampoing. C'est du tensioactif, 100% naturel, mais 100% pas Corsica. Les 2%, 100% pas Corsica. Voilà. Ça, et j'ai de l'huile de pépins de framboise, qui est l'une des matières les plus nobles dans le cosmétique et les plus chères dans le cosmétique. Et qui est très peu utilisée parce que ça coûte très cher. Donc, moi, je la voulais pour ses vertus. Voilà. Et voilà, donc c'est les ingrédients que tu trouves pas sur le territoire, pas encore. Alors, je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire ça. Parce que peut-être que je sais pas. Bon, mais c'est pas. On aime bien à chaque fois qu'on n'a pas quelque chose ici. Ouais, mais moi quand j'ai ici. pas le 100% vérité, je préfère m'abstenir. Non, ça peut être un rêve sans dire. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de l'huile de pépins de framboise, qui est vraiment une matière première très 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 qualitative. Est-ce que là, Sora est déjà né? Ou... Non, Sora commence à naître.
Non, là, on arrive au début de la conception de Sora. On est vraiment dans le travail de sortir une gamme, donc shampoing, soin, élixir, sérum. Oui, voilà. ok. Le sérum, c'est ce qui a été le plus facile à produire. On n'a pas eu de difficulté. Je voulais quelque chose de, pas un sérum, c'est pas une huile, hein, c'est vraiment une élixir qui ressemble à une gelée. Ensuite, on a fait un soin dans du airless, donc sans conservateur. Okay. C'est comme le dentifrice quand vous appuyez, quand il sort. C'est ce qu'on appelle du airless. Il n'y a pas besoin puisque ça ne prend pas, ça s'oxygène pas. Quand on ouvre un produit, le produit, s'il n'y a pas de conservateur dedans, forcément, ça s'oxyde vite. Ça s'oxyde vite. Donc, encore une fois de plus, soit on met des molécules de synthèse, ce que je voulais pas, ou alors, c'est dur à formuler avec des produits naturels, à trouver la stabilité. Donc, on s'en sort plutôt pas mal. Ça va, on avance bien. Muriel déjà me fait, me fait un premier programme, et de là, à partir de toutes ces idées-là, il faut de l'argent pour acheter la formulation, pour payer Muriel. Je me fais aider pour mettre tout ça en place parce que on s'éparpille, mais n'oublions pas que j'ai la franchise. Et là, je fais ça, je papillonne. Hein. Là, à un moment donné, c'est quand même assez logique malgré tout, parce que dans l'objectif final, c'est quand même d'avoir tes franchises avec tes produits. Exactement. Mais donc au final, tu papillonnes, mais dans un couloir commun. Aujourd'hui, j'arrive à bien l'expliquer, mais c'était pas évident à l'époque. Les gens ne comprenaient pas. Quand j'en ai parlé, donc je rencontre les incubateurs Inidia, qui trouvent le projet intéressant, mais le projet pas franchise. Il fallait de l'innovation. Oui. Et le côté innovation, c'était les produits Sora. Ils m'accompagnent, je développe avec eux. On arrive donc à trouver le budget grâce à la BPI, qui vient nous aider. Et on lance pendant 3 ans de R&D, de recherche de Sora. Là, je me suis éclaté. Ça a été 3 années, vraiment un éclat total, avant d'en arriver au test final, qui était au mois de mai 2025. Hein. Alors, faut pas oublier que j'ai mon accident en 2022. Mais ça met beaucoup plus de temps que prévu, quoi. Alors, j'ai laissé tomber tout ce qui était franchise, j'ai laissé tomber, je pouvais plus, j'ai fait une grosse dépression qui a duré plus d'1 an. C'est là où ma femme a été formidable parce qu'elle a pris la relève. J'ai lancé Sora avant mon accident. Sora s'est fait vraiment 4-5 mois lancé. Donc, c'est elle qui faisait les tests, c'est elle qui a porté Sora. Elle a porté aussi les autres salons. Ça a été très, très compliqué. Et puis, j'ai beaucoup de pertes de mémoire dû au traitement que j'ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer, qu'il y a encore 6 mois de ça, j'arrivais pas à m'exprimer. On n'aurait pas pu avoir une conversation parce que j'arrivais pas, j'étais capable de dire, mais de quoi on parle? Oui. Et donc, j'avais des absences, quoi. Des absences, un traitement très lourd que je pense qu'on a diminué, justement, qui me permet aujourd'hui, j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce laps de temps de vie, 2022, pour moi, tout s'écroule. Et ma femme me porte, faut dire que j'ai les 2 mains. Je peux pas aller aux toilettes, je peux pas vivre, je suis pas autonome. Tu avais perdu entre guillemets, pendant les 2 mains. Quelques mois, celle-ci aussi. Celle-là, ça a été, mais ici, j'ai des plaques, je suis recousu de partout. Donc, vous voyez, psychologiquement, pour un homme, c'est dur un homme ou une femme, hein, pour un être humain, de pas pouvoir faire sa toilette, aller aux toilettes. Enfin, non, oui, mais invalide. On est invalide du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Plus les pertes de mémoire, plus les traitements, et puis tout s'écroule, mon business s'écroule. Oui. Je peux plus Donc, gérer. Psychologiquement, ça va. C'est fini. Pas du tout non plus. Ça va pas du tout. J'arrive à l'ère des 50 ans, tout s'écroule. Finalement, c'est ouf. C'est un truc de malade. Et je me dis, mais et pendant tout ce laps de temps, donc c'est Laetitia qui en réunion, on faisait des réunions chez Ninja parce que après faut s'entourer, parce que on fait un produit, mais il faut créer un nom, il faut créer une image aussi autour de ce produit. Enfin, il y a plein de choses. J'étais incapable. J'ai été bien entouré. Et c'est généralement comme ça qu'on s'en sort. Hein. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis là, du moins. L'idée de la franchise, je suis sur mon lit d'hôpital à Aubagne, en traitement antidouleur. Et à 9h du matin, Marilyn, qui travaille chez Inidia, font des webinaires. Et c'était un webinaire sur la franchise. Donc, je suis quand même sur mon lit d'hôpital, les mains comme ça,
On vient me chercher pour faire les soins, et là, je dis non. Je veux participer, je veux pas aller en soins. Je veux écouter. Ça m'intéresse. Un webinaire sur la franchise. Et je suis en train de réfléchir comment je vais rebondir. Parce que avoir plusieurs salons, c'est fini. Cette porte-là se terre. C'est fermé. C'est fini. Ok. J'ai 50 ans. Je mets pas un coup de boost à avoir 1, 2, 3 pour arriver aux 10 salons pour pouvoir lancer la franchise. Le monde de la franchise, pour moi, c'était plus possible. Et là, ce webinaire, ça te remet les pieds à l'étrier. Ah, mais je veux y assister, sauf que les médecins arrivent, m'arrachent du lit, je me tiens, et... enfin, je me tiens. Je me tiens avec les pieds, le fou, c'est ça. Je pars en soins, le webinaire se termine à midi, il est 11h45, j'arrive sur la fin, merci à tout le monde, au revoir, je fais « Attendez !» La personne qui était Sylvain, qui est franchise management sur le continent, qui présentait le webinaire, je lui dis « Mais j'ai besoin de vous parler. » Il me dit, mais pas de problème, laisse son contact. Je l'appelle, je dis, j'aimerais bien vous rencontrer. Il me dit, ça tombe bien, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Il vient en Corse pour voir un futur franchiseur dans le monde de la restauration. Et je le rencontre. Et il me dit comme ça, écoutez, on va faire vite. Alors, je suis pas en forme, hein. Je dis, mais un matin, venez. Il me dit, en 5 minutes, vendez-moi votre concept. Si je l'achète, c'est qu'il y a quelque chose. Ok. Là, et après, on discute. Quoi. Voilà. Et là, on pitch. Bah, je pitch. Et bon, je pitch avec, toujours en bien pleine entouré. Forme, quoi. Pas en pleine forme, donc je suis entouré. J'ai quelqu'un. Okay. Quelqu'un qui était là, Christophe, qui m'a aidé à créer l'image de Sora, mais qui était présent avec moi, avec qui on s'entend très bien. Et donc, je pouvais m'appuyer. J'ai ma béquille qui est là, et puis, comme là, un peu aujourd'hui, ben, Raphaël et Christophe, bon, et on vend le concept. Il dit, j'achète. Ok, donc il y a quelque chose. Et il me dit, oui, bien sûr, il y a un truc. C'est quoi le concept? Le concept, c'est être au plus près de la nature avec nos propres produits, parce que Sora était prévu à la distribution dans nos salons de coiffure. Quand j'ai fait Sora, c'était dans l'image d'être franchiseur, de gagner cette marge, puisqu'il n'y a plus de distributeurs, dans les distributeurs, les grossistes, tout, et cette marge de pouvoir la reverser aux franchisés. Ce que les autres ne font pas. C'est ça le concept. Le concept, c'est ça. C'est faire gagner de l'argent aux franchisés. Avec du qualitatif. Et il me dit, non, il y a un truc. Il me dit, écoutez, donc je le garde dans un coin de ma tête, on a le temps, un an s'écoule, Sora continue à grandir. Moi, je suis toujours stone, j'essaye de prendre le dessus, mais je suis pas bien. En fait, je vais bien depuis peu. On a avancé doucement, on a construit. Et c'était bien parce que en fait, comme j'étais très bien entouré et que le projet plaisait, tout le monde a porté le projet. C'est pas moi qui ai porté le projet. Moi, je suis fondateur de l'idée du projet, mais le projet, c'est Inidia qui l'a porté avec nous. Voilà, je suis toujours avec eux aujourd'hui. On échange tout le temps. Mais ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est que c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. C'est pas qu'une aventure entrepreneuriale, c'est pas que le côté innovant, c'est pas que le produit naturel, c'est vraiment des humains qui forment une chaîne pour arriver à la conception de ce projet. Exactement. De ce produit. C'est eux qui m'ont amené à ce que je puisse m'asseoir aujourd'hui devant toi. Voilà. Et que tu racontes cette belle histoire. Et je leur dois. C'est pour ça que je dis que ça soit la franchise ou que ça soit la marque Sora, c'est une marque humaine, de valeur humaine, d'écoute, de patience, parce que des fois, je voulais plus en entendre parler, j'avais pas la force morale, j'avais pas la force physique non plus de pouvoir emmener tout ça. Ça a été un vrai combat. On a failli arrêter Sora au mois de mai, 1 an, jour pour jour, là on pourrait dire. Muriel vient, après toute une batterie de tests, donc que Laetitia faisait, parce que moi j'étais incapable d'assister aux tests ou quoi. Je rencontre Muriel, elle me dit, bon, faut qu'on parle. Elle me dit, ça donne quoi le dernier test? Je dis, c'est pas concluant. Comme je suis un épicurien, je voulais un bec. En cuisine, un bec en chantilly, c'est cette chantilly qu'on voit ce robot avec le bec. Cette chantilly qui se tient, cette texture. Je voulais une texture comme ça, je voulais une vraie texture dans les cheveux. Quitte à faire ce que les autres ne font pas, je veux l'excellence. Et quand on avait une mousse, on la mettait, il n'y avait plus rien.
Ou quand on avait trop de mousse, on avait une allergie. C'était pas terrible. Ah non, mais on est passé par des tests de face. On a fait plus de 200 tests sur 200 personnes. Donc, et là, me dit, je suis arrivé au bout du bout. Ouais, plein d'idées, quoi. Bah, la pauvre, je pense qu'en 3 ans, elle a tourné. Quand je vous dis que le soin, masque et sérum, ça a été très vite, le shampoing, on n'arrivait pas à le sortir. Elle était donc à Ajaccio, elle me l'annonce, de vive voix, là. Bah, je lui dis, écoute, Muriel, on arrête. On arrête. On a essayé. Faut pas de regret. T'as été au bout du bout. Faut pas de regret. Oui, au bout d'un moment, c'est s'acharner. Et bon, on sait que aussi dans l'entrepreneuriat, l'acharnement, c'est pas gage de réussite. Tout à fait. Muriel part à 17h d'Ajaccio. Je reçois un coup de téléphone à 18h30. Elle est sur la route. Elle me dit, Franck, il y a un truc que j'ai pas fait, que je veux revoir. On change pas les ingrédients, on garde tout. Je change simplement un peu le dosage. Je veux faire un test. Ah, je dis, allez. Ça lui portait beaucoup parce que, vous savez, pour quelqu'un qui fait comme elle l'a fait pendant 3 ans et dire stop, on arrête tout. Ah oui, non, mais c'est une partie de sa vie. C'est pas une question d'argent. Payer, elle aurait été payée. C'est pas une question de ça. C'est une question aussi de. C'est son projet aussi. C'est son projet aussi, c'est ce que je lui dis. Oui. C'est son projet aussi. Et puis, a fait un test. Je reçois un produit. Alors, j'ai toujours été les premiers à tester mes produits. Donc, je suis sous la douche. Je me mets le shampoing. Je dis, la mousse, elle est super, je la mets dans la main, je fais ça, je suis waouh. Je suis jusqu'à là, tout va bien. Test. Fais le shampoing. Rien à dire. Je dis, bon. 2 jours après, pas d'allergie. Je dis à Laetitia, vas-y, teste le produit. On teste. Et on avait repris des clientes qui n'avaient pas aimé à cause de la mousse. On reprend ces clientes qui n'ont pas aimé, on leur redonne le produit. On revient, tout le monde concluant. J'appelle Muriel, donc, au bout d'une semaine, je dis, écoute, Muriel. On l'a. Elle me dit, je le fais avec les autres. On refait une batterie de tests. Et 1 an après, on est là dans Capsule pour raconter ça. On est là dans Capsule pour raconter ça. On a eu, alors ce qui est beau aussi, c'est qu'on est au mois de mai. L'été se passe. On s'inscrit au Mondial Coiffure Beauté à Paris. Et on s'est inscrit donc aux Victoires de la Beauté. Et on s'est inscrit au Mondial Coiffure Beauté au prix de l'innovation. Et puis, en début septembre, 1er septembre, on reçoit un petit mail en disant, sur 148 laboratoires, donc on est face à L'Oréal, on est face au plus grand du cosmétique, qu'on est dans les 3 finalistes. Et là, waouh! C'est encore une fois de plus, pour moi, c'est le Saint Graal. Je me dis, waouh! J'appelle Muriel, je dis, Muriel, c'est on a gagné. À la limite, je vais t'avouer qu'en septembre, je voulais même pas y aller, moi, au mondial. J'avais gagné. L'Oréal, Kuhn, les grandes marques étaient là. Je dis, je m'en fous complet, mais je m'en foutais. Mais on n'y va pas, on n'a pas besoin. Alors, ma responsable de projet, elle me dit, oui, mais quand même, on a pris un stand, donc ça serait bien. De toute façon, avec Laetitia, on a prévu d'y aller, c'est nous qui allons représenter. Donc, il y en a une qui représentait Sora, parce qu'on avait mis 2 stands, la franchise et Sora. Je dis, bon, je viens. Et puis, on se retrouve, donc, dans cette salle immense. Puis, je dis aux filles, écoutez, ça commence. Puis, je dis, vous savez, je sais pas si je leur dis pour eux ou si c'était pour moi. Je dis, de toute façon, on a gagné. On s'en fout du résultat. On a gagné. Et pendant que je suis en train de dire ça, en grand écran, Sora. Mais on réalise pas. Et là, c'est ma femme qui me dit, on parle de nous, là. Et là, on regarde. Et je me trouve bête. Vraiment, Et on monte sur scène, on reçoit le premier prix mondial coiffure beauté, prix de l'innovation. On a eu ce prix, il faut savoir que ce prix, on l'a eu par des membres du jury. Il y a une dizaine de membres, de personnes dans différents secteurs. Alors, on a des journalistes, on a un laboratoire, on a un designer. Et en fait, ils vont noter l'image de Sora, l'histoire de Sora. Le laboratoire va démonter la formulation pour voir la formulation et on a une innovation sur cet ensemble et une innovation sur la formulation. Ça, c'était important. Donc, plante endémique, histoire endémique, donc ça, c'était important. Et là, j'ai gagné. Là, je suis content, je vais pouvoir descendre de scène et on me dit non, vous restez sur le côté. Ils annoncent dans la foulée, 2e prix, le 1er prix, on prend des Victoires de la Beauté et
Sur les deux, on couche 148 laboratoires et on est reconnu. Et ce prix-là, il est reconnu en fait par des fast tests. On a envoyé plus d'une cinquantaine de produits, testés par des clients lambda, sans étiquette, et ils notent à l'aveugle. Hein. Pas à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils notent, ils essayent, ça sent bon, ça va être écrit, ça sent bon, comme c'est écrit, comme ils disent. Ça sent mauvais, ça pue. On a reçu le papier, hein, ça pue. Et là, on a pris trois shampoings ont été reconnus top innovation. Donc, on a l'Anepita, l'Immortel, le Romarin, qui ont été reconnus top innovation. Énorme. Et là, psychologiquement, on est de nouveau sur une montée. Ouais, je me dis, c'est pas possible, je suis obligé de dire. Ouais. En fait, je l'ai fait, oui, pour moi, ça serait mentir de dire le contraire, mais je l'ai fait pour ceux qui m'ont porté. Il fallait que, peut-être que maintenant que je les porte et que je leur montre que ce qu'ils ont fait, aujourd'hui, mon job, c'est de leur redonner, en fait. Et ma façon de leur redonner, c'est de réussir demain que Sora soit connu, parce que Sora est né, Sora est un bébé aujourd'hui, n'est pas encore connu, a été reconnu, malgré tout. Et reconnu, et ça c'est énorme, parce que c'est ce qui va nous lancer, ce qui va nous lancer, on en est là aujourd'hui. La franchise, officieusement et officiellement, ça y est, c'est fait depuis un mois, c'est lancé. Donc, tout est structuré. La franchise, qu'est-ce que c'est? C'est Organicare, coiffé au plus près de la nature. On y retrouve Sora. On a hésité à mettre Sora à l'intérieur, parce que Sora, on est en gamme luxe plus, par sa matière, parce que c'est ce qui fait le luxe plus, c'est pas parce qu'on a eu le prix ou qu'on a, non, c'est la matière première, le qualitatif, forcément, où on a eu le prix de la formulation, c'est ce qui fait que c'est un produit de luxe. Et puis, la valeur que ça rapporte fait que c'est un produit de luxe. Et on s'est dit, est-ce que ça va rentrer chez Organicare, ça rentre pas? Et puis, on l'a fait parce que le porteur de projet, c'est Franck Zanon et ça regroupe l'ensemble. Donc, on retrouve aujourd'hui Sora aussi bien sur les sites internet qu'on peut le retrouver dans les salons de coiffure Organicare. Et aujourd'hui, on est en train de démarcher pour avoir nos futurs franchisés. On en est là. Donc, on a quelqu'un dans le groupe qui s'occupe que de ça. Et au niveau des produits, on a reçu officieusement le prix des Victoires de la Beauté au mois de mars 2026 à Paris. Ils ont organisé un speed dating entrepreneurial, en fait, avec des distributeurs. Et on a été démarché par un groupe pharmaceutique. Et on en est là. On part d'ailleurs cette semaine, là, après-demain, à Nancy, pour présenter Sora. Et on en est là. Et on en est là, voilà. Et incroyable. On va conclure. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure cette interview? Un fait marquant, peut-être une phrase d'encouragement pour les personnes qui nous écoutent ou une aspiration pour plus tard? Moi, je dirais que il faut rien lâcher. Il faut aller au bout de, je dirais au bout de ses rêves, mais surtout au bout de ses idées. Je suis parti. En fait, on monte, c'est un ascenseur. Pour moi, l'entrepreneurial, ça monte et ça descend. Des fois, on se retrouve, on fait 3 pas en avant, on devient euphorique, on se dit ouais, c'est ça, ça marche. Et puis, par moment, on fait encore 2 pas en arrière. Et faut être patient. Patient, y croire et s'accrocher. Il n'y a pas de hasard. C'est quand je dis s'accrocher, c'est pas non plus aller dans le mur. Hein. À un moment donné, si on voit que ça se fait pas. Mais c'est ce que vous avez failli faire aussi avec Muriel. Hein. Tout à fait. Mais en même temps, vous avez rien lâché. Faut pas lâcher. Jusqu'à la dernière minute. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait la réussite. Et ce qui fait aussi la réussite sur ce chemin, c'est aussi les rencontres que l'on a. Ce qu'on construit, en fait. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Audrey. Tu vois, au final, on oublie les caméras, c'est une discussion, on apprend à se connaître et du coup, en espérant que les personnes qui nous écoutent ou nous regardent ont aussi appris à te connaître et iront se renseigner sur Sora et Organicare. Toutes les informations seront dans la description. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Audrey, à bientôt. Et voilà.